À la une de ce journal, la France qui ouvre une partie de ses archives sur la guerre d'Algérie avec 15 ans d'avance. Annonce faite par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot ce matin. Un petit geste diplomatique alors que les relations entre les deux pays se sont dégradées ces derniers mois. On en parlera avec notre invité Kader Abderrahim. Comme le veut la tradition, le nouveau chancelier allemand a choisi la France pour son premier déplacement officiel à l'étranger. Olaf Scholz a rencontré, vous le voyez, Emmanuel Macron à l'Elysée. Première conférence de presse conjointe et une volonté commune de renforcer l'Union européenne. Et puis la justice britannique ouvre la voie à une extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Le lanceur d'alerte y est accusé d'espionnage, mais nous verrons que tous les recours ne sont pas encore épuisés. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. C'est un travail de mémoire lent et toujours très délicat, celui sur la guerre d'Algérie. La France annonce ouvrir certaines archives avec 15 ans d'avance. Il s'agit là essentiellement de documents liés aux enquêtes judiciaires. Inès Olagaray. C'est un pas de plus vers la réconciliation mémorielle entre la France et l'Algérie. Paris vient d'annoncer l'ouverture de ses archives sur les enquêtes judiciaires liées à la guerre d'Algérie, qui a opposé le gouvernement français aux indépendantistes algériens entre 1954 et 1962. Il faut avoir le courage de regarder la vérité historique en face. J'ouvre avec 15 ans d'avance les archives sur les enquêtes judiciaires de gendarmerie et de police qui ont rapport avec la guerre d'Algérie. En France, les archives nationales sont généralement déclassifiées 75 ans après les faits. Mais depuis quelques années, Paris tente de donner un coup d'accélérateur au travail de mémoire envers Alger. En 2018, Emmanuel Macron a reconnu officiellement que l'armée française était responsable de la disparition du militant communiste Maurice Audin à Alger en 1957. Puis le 9 mars dernier, le président français s'est engagé à raccourcir les délais pour accéder aux archives classifiées. Entre-temps, une crise diplomatique a éclaté entre les deux pays. Le 2 octobre, Emmanuel Macron a déclenché la colère d'Alger en déclarant dans le journal Le Monde que les Algériens entretenaient une rente mémorielle autour de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Depuis, les autorités françaises tentent d'apaiser les tensions. Au-delà des blessures du passé que nous devons regarder en face, au-delà des malentendus qu'il nous revient de dépasser, je souhaite que nos deux pays reprennent ensemble la voie d'une relation apaisée et puissent regarder vers l'avenir. Près de 60 ans après la fin de la guerre, les relations entre les deux pays restent compliquées. La France multiplie les gestes symboliques, mais exclut toujours de présenter ses excuses à l'Algérie. Emmanuel Macron tenait une conférence de presse il y a quelques minutes. Il a été interrogé sur le sujet. Écoutez sa réponse. Ce que la ministre a annoncé est conforme à ce processus que nous avons enclenché et qui a d'ailleurs associé l'ensemble des ministères concernés, le ministère des Armées, le ministère de la Culture, etc., et qui s'inscrit dans le droit fil du rapport Stora et de ce travail en profondeur que nous faisons. Et je crois que c'est un travail de vérité indispensable et je veux qu'il se fasse dans l'apaisement. Et je pense que nous en sommes capables. Et dans la reconnaissance de toutes les composantes mémorielles qui forgent la nation française. Toutes. On en parle avec notre invité Kader Abderrahim. Bonjour, vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur de l'ouvrage Géopolitique de l'Algérie. Alors il s'agit là d'archives sur les enquêtes judiciaires. Est-ce que ça veut dire que les Algériens auront peut-être plus d'informations sur des moments marquants de leur histoire? On pense au massacre de Sétif et Galma en 1945 ou encore au massacre d'Oran par exemple en 1962. Oui, peut-être. Bon, rappelons quand même que ce sont les archives judiciaires sur les enquêtes de gendarmerie et de police de la guerre d'Algérie, 1954-1962. Donc la période est parfaitement circonscrite. Ce qui s'est produit antérieurement à ces dates ne concerne pas ce dossier-là. Mais il y a par ailleurs d'autres travails qui sont déjà en route et qui sont déjà explorés par des chercheurs et des historiens. Par conséquent, ça va dans le bon sens et il y a une forme de cohérence de la part de ce que le président Macron a entrepris depuis maintenant près de 3 ans. Vous l'avez expliqué, dans le temps, cette période est assez balisée. Ça démarre en 1954, ça s'arrêtera en 1962. Mais est-ce que ça concerne uniquement les faits qui se sont passés en Algérie ou est-ce qu'il faut peut-être aussi penser que ce qu'il s'est passé en France durant cette période sera là aussi un peu plus révélé? On pense forcément au massacre d'octobre 61 à Paris.
Écoutez, il n'est pas question ici de déterminer un territoire. En tout cas, ça n'a pas été la formule. La formule, ce sont les archives de la guerre d'Algérie, telle que l'a formulée ce matin, telle que l'a indiqué la ministre de la Culture. Donc je crois que cela concernera ce qui s'est passé dans l'Hexagone, mais ce qui s'est passé également en Algérie. Et il y a beaucoup à dire et certainement une lumière va être portée sur cette partie de l'histoire de la France. Et puis bien des familles attendent que des éclaircissements soient faits sur des assassinats, des disparitions ou des meurtres. Une petite avancée donc dans un contexte particulier. L'Algérie va célébrer les 60 ans de son indépendance dans quelques mois et on a l'impression que la part de mystère sur cette guerre reste immense. Est-ce que ça veut dire que le secret défense prime toujours en France ? Le secret défense est tout à fait... C'est un point de droit. Là, on ne va pas s'engager maintenant dans un débat juridique. Je crois que la question est éminemment politique. Elle est entreprise. Je crois qu'elle est enclenchée. C'est ça l'essentiel. Maintenant, il faut aller jusqu'au terme de cette reconnaissance historique. Les faits, rien que les faits, à base de documents et de témoignages. La mémoire, je me méfie un petit peu, je serai plus prudent. La mémoire est faillible. Donc je pense qu'il faut que nous sortions de cette notion mémorielle pour entrer dans l'histoire à partir des faits, des documents et des témoignages. Et ce sera incontestable. Alors que la mémoire, elle nous joue des tours à tous. Chacun d'entre nous, nous sommes constitués de telle façon que nous avons tendance à éliminer de manière consciente ou inconsciente ce qui peut nous déranger. Alors dans le cas qui nous occupe aujourd'hui et à propos de la guerre d'Algérie, je crois que plus nous irons collectivement vers ce travail historique et plus les portes s'ouvriront parce que inévitablement il y aura des blocages qui sont bien légitimes parce que humainement il y a des choses qui sont encore lourdes, qui sont enfouies et qu'il faudra pourtant qu'on explore afin de pouvoir envisager un avenir en commun. Kader Abderrahim, vous dites les faits, rien que les faits, ça veut donc dire que cette portée dépasse aussi, il faut le dire, le cadre algérien, la communauté universitaire elle-même se plaint depuis des décennies maintenant des difficultés qu'elle rencontre pour accéder, pour avoir accès à ces archives depuis plus de 50 ans. Concrètement, il est toujours impossible d'écrire l'histoire si on la cache, en fait. En Algérie, vous voulez dire ? Comme en France, les chercheurs se sont plaints de l'impossible accès à ces archives, tant du côté algérien que du côté français ces dernières décennies. Oui, c'est vrai qu'il y a des blocages du côté français, parce que, encore une fois, c'est un sujet extrêmement sensible et qu'il l'est encore. La biologie fait son œuvre. Pour chacun d'entre nous, les acteurs de cette période de l'histoire de la France, notamment de la guerre d'Algérie, sont aujourd'hui disparus ou en train de disparaître, et on peut considérer qu'il est plus que temps que nous regardions cette histoire. En revanche, côté algérien, mes collègues universitaires ou chercheurs ont beaucoup de mal, voire vivent dans l'impossibilité d'accéder aux archives. Il y a eu une pétition il y a quelques mois, signée par près de 200 historiens algériens, qui demandaient la liberté d'accès aux archives. C'est dire que cette histoire qui a été souvent instrumentalisée, voire parfois falsifiée du côté algérien, est devenue aussi un enjeu politique interne à l'Algérie, et que le fait que la France fasse ce travail et ouvre grandes les portes et les fenêtres sera peut-être un moyen pour mes collègues universitaires et chercheurs de pouvoir obtenir enfin gain de cause. Merci infiniment Kader Abderrahim pour cette analyse suite à l'annonce de Paris de vouloir ouvrir une partie des archives sur la guerre d'Algérie. Merci. Il faudra s'habituer à prononcer son nom à la place de celui d'Angela Merkel. Le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz est à Paris. Il s'est entretenu avec Emmanuel Macron. Une visite destinée à montrer la stabilité du couple franco-allemand, mais aussi l'occasion d'aborder des sujets très importants à l'échelle européenne, comme celui de la crise en Ukraine. Écoutez le nouveau chancelier allemand à ce sujet.
La situation à la frontière Ukraine nous préoccupe tous, bien évidemment. On y voit beaucoup de soldats et il est tout à fait normal que nous en parlions. Le président américain a décidé de s'entretenir avec le président Poutine, ce que nous jugeons tout à fait positif. Et nous allons, de notre côté, apporter une contribution pour que l'Ukraine conserve des perspectives. Nous allons actionner des leviers et nous pourrons continuer à poursuivre notre coopération dans le cadre du format Normandie. Ce premier pas vers l'extradition de Julian Assange aux États-Unis, les juges britanniques estiment que Washington a fourni des assurances sur le traitement du lanceur d'alerte, mais tous les recours ne sont pas encore épuisés. Écoutez à ce sujet Hervé Amaury, qui est justement notre correspondant sur place. Après la victoire de Julian Assange en janvier, cette revanche vient d'être remportée clairement par les États-Unis. Les juges de la Cour d'appel ouvrent la voie à l'extradition. Le ministre de l'Intérieur britannique doit donner son feu vert désormais, mais il ne faut pas s'attendre à ce que Julian Assange quitte la prison de haute sécurité de Belmarsh, où il est incarcéré depuis 2019 à Londres, pour partir vers les États-Unis. En effet, du point de vue du processus légal, désormais, c'est retour à la case départ, c'est-à-dire à la cour de district où le juge Vanessa Breitzer en janvier avait interdit cette extradition. Il va y avoir des nouvelles audiences où les garanties données par les Américains qui ont permis à la justice américaine de remporter cet appel vont être examinées et bien sûr sera examiné également l'état de santé physique et morale de Julian Assange qui s'est encore détérioré depuis le mois de janvier où ce juge de la cour de district avait interdit l'appel parce qu'il y avait risque de suicide à l'époque. C'est une rupture diplomatique qui en dit long sur l'influence de la Chine. Le Nicaragua annonce prendre ses distances avec Taïwan et dit désormais ne reconnaître qu'une seule Chine, celle dirigée pour Pékin. Vous allez voir, c'est un coup dur diplomatique pour les États-Unis. C'est une annonce retentissante faite par le ministre des Affaires étrangères du Nicaragua. Le gouvernement de la République du Nicaragua déclare qu'il reconnaît qu'il n'y a qu'une seule Chine dans le monde, que la République populaire de Chine est le seul gouvernement légitime qui représente toute la Chine et que Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois. Le Nicaragua se tourne vers la Chine et rompt ses relations diplomatiques avec Taïwan, que Pékin considère comme une province rebelle. Une décision que Taïwan a immédiatement indiqué regretter du fond du cœur, mais saluée par la Chine. Cette annonce intervient alors que les relations entre les États-Unis et le président nicaraguayen Daniel Ortega se dégradent. Washington a récemment durci ses sanctions à son encontre après sa réélection contestée en novembre dernier. Pour les États-Unis, cette rupture diplomatique est un coup dur dans un contexte de fortes tensions avec la Chine. En réaction, le département d'État américain a appelé les pays démocratiques à accroître leurs liens avec Taïwan. Nous encourageons tous les pays qui accordent de l'importance aux institutions démocratiques, à la transparence, à l'état de droit et à la promotion de la prospérité économique pour leurs citoyens à accroître leurs liens avec Taïwan. Taïwan n'est désormais plus reconnu que par 14 pays à travers le monde, dont seulement 3 en Amérique centrale. Mais l'île a aussi trouvé récemment de nouveaux soutiens internationaux. Fin novembre, la Lituanie est ainsi devenue le premier pays de l'Union européenne à accueillir une représentation diplomatique de Taïwan. Elle risque la prison. Lui a enterré plusieurs de ses collègues. La Philippine Maria Ressa et le Russe Dmitri Muratov ont reçu aujourd'hui leur prix Nobel de la paix à Oslo. Les 2 journalistes sont récompensés pour leur dévouement pour la liberté de la presse. On écoute Maria Ressa. Elles ont permis au virus du mensonge d'infecter chacun de nous, nous dressant les uns contre les autres, faisant ressortir nos peurs, notre colère et notre haine, et préparant le terrain pour la montée des dirigeants autoritaires et des dictateurs dans le monde entier. Notre plus grand besoin aujourd'hui est de transformer cette haine et cette violence. La boue toxique qui parcourt notre écosystème d'information, privilégiée par les entreprises américaines d'Internet, qui gagnent plus d'argent à mesure qu'elles répandent cette haine. Prochain journal dans 15 minutes.